Depuis un moment, le football congolais est devenu attractif. On sent quand même de l'organisation, de la base jusqu'au sommet. Depuis que le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association est à la place, est-ce pour autant faudra lui accorder 2 ans supplémentaires ou bien il faut penser déjà aux élections au mois de novembre? On en parlera dans ce magazine, mais on va aussi faire un point sur l'actualité. L'actualité, c'est bien le tirage au sort effectué jeudi soir en Côte d'Ivoire. Oui, un tirage qui place la RDC dans le groupe F aux côtés des Lions de l'Atlas du Maroc, mais également des Taifa Stars de la Tanzanie et des Chipolopolo de la Zambie. Est-ce un groupe piège? Voilà en tout cas la charpente de votre magazine au cœur du sport. Kinshasa, capitale de la RDC, s'est réveillée sous une pluie torrentielle ce samedi. Cela ne nous empêche pas de vous servir. Voici le casting de ce matin. Ce sera un duo. Espérons peut-être que Pengongo Olivier va nous rejoindre. Dans un premier temps, voici pour vous Edi Kankou Kadima, qu'on surnomme depuis un moment Akash, sous la pluie. C'est d'ailleurs lui qui m'a appelé aux alentours de 8h30. Il y a émission, monsieur. Je sors déjà de chez moi. Vous êtes en forme? Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya, bonjour aux téléspectateurs de ces magazines. La pluie n'est pas un obstacle. Je l'ai dit chaque fois, ceux qui dorment sous le laurier pensant que la pluie est un obstacle, se trompent lamentablement. Et sous la pluie, moi, on m'a appris à sortir quand il pleut. Et d'ailleurs, quand à l'époque on partait encore à l'école, papa ne voulait pas qu'on reste sous les draps. Quand la pluie restait encore dehors, il nous disait il faut battre la pluie, aller à l'école, rester. Et c'est cette habitude qui est restée en nous. On est resté. Mais sous cette pluie, je regrette que ceux qui travaillent encore sous la francophonie pour remettre les rapports au niveau de l'OIF ne savent pas sortir parce qu'ils n'ont pas de moyens. Le tout-puissant ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ne veut pas payer les amis qui travaillent encore du côté du comité national des Jeux de la francophonie. Mais vous avez travaillé avec le CNJF, vous étiez payé? Comment les autres ne sont pas encore payés? Oui, mais les paiements sont intervenus pendant les Jeux. Après les Jeux, ça fait pratiquement 3 mois. Même les bénévoles aussi ont été payés. Oui, mais j'ai dit pendant les Jeux. Après les Jeux, Nicolas Kazadi ne veut pas payer parce que les comités nationaux des Jeux de la francophonie ont un contrat qui court encore avec le gouvernement avec la République, sous le contrôle du président de la République, et qu'ils doivent remettre un rapport au niveau de l'OIF, de l'Organisation internationale des Jeux de la francophonie. Ouais. Ils doivent travailler, remettre un rapport. Parce que les Jeux sont finis sur le plan technique, mais sur le plan administratif, le personnel d'appoint travaille encore, mais ça fait pratiquement 3 mois que ces gens ne sont pas payés. Et aux nouvelles, c'est le ministre des Finances qui ne veut pas signer. Comme dans ses habitudes, le ministre des Finances bloque toujours les dossiers, il ne veut pas payer. Et c'est l'image de la nation qui est mise en danger. Sinon, au niveau international, il n'y aura pas un rapport. Or, avant de faire une autre édition, on doit se baser sur les rapports de la République démocratique du Congo. C'est le comité national qui boucle tous les jeux et fait rapport au niveau international. Merci. Et si les rapports n'est pas fait au niveau international, donc c'est l'image plus tard de la RDC qui sera salie sur les jeux que nous avons pratiquement réussi. Mais le rapport risque de faire tache d'huile sur l'honneur de toute une nation, malheureusement. Il n'y a pas seulement ceux qui ont travaillé pour le jeu de la francophonie. Actuellement, les travailleurs de l'État comptent déjà des mois de oui, mais quand il y a blocage, alors il y a... c'est ça le problème. Et même des policiers. Le problème, c'est qu'un dossier ne peut pas être réglé parce que les dossiers n'ont pas suivi la procédure. Mais les dossiers des agents de l'OIF ont suivi la procédure, mais il y a blocage de manière volontaire d'un individu qui gère le fonds de la République. Christopher Tshitamba Tchabembi. J'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. Aujourd'hui, je me suis donné, en fait, au cours de la semaine, je me disais, je vais m'exercer pour voilà, retenir ces noms. Christopher Tshitamba Tchabembi, fils de papa Luc Benoît. On est venu même ensemble, hein, sous la pluie. C'était pas facile, des routes impraticables. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, les déplacements deviennent un casse-tête. En forme, et bienvenue à vous. Énorme casse-tête, merci de nous recevoir. Énorme casse-tête, oui, on est arrivé ensemble. Ça dit la dévotion déjà d'un côté de Télé 50 par rapport à ses téléspectateurs, mais aussi nous qui avons pris habitude à chaque fois qu'on donne une parole de la respecter. On fait de notre mieux pour être là et c'est aussi par amour pour les téléspectateurs qui ont besoin souvent des lumières sur des dossiers qui par moment sont on ne peut plus ambigus dans l'opinion publique et ces derniers trouvent solution, qu'ils trouvent la bonne information et qu'ils trouvent de la lumière sur ces dossiers.
avec les éminences intelligence qu'il y a ici sur ce plateau. De moins en moins, vous parlez des grands risques médias. Je me dis, si ces derniers temps, il n'y a pas de production, ou il y en a, mais vous n'en communiquez pas trop. On communique, on travaille, et évidemment que ces jours-ci, on n'a pour le moins pas évoqué notre agence de communication, qui est évidemment Grand Rift Media. Nous sommes en train de travailler sur certains contenus, entre autres un documentaire qui parle des infrastructures sportives en République démocratique du Congo, leur importance, mais surtout leur impact sur le développement du sport au pays et ce qu'il faut faire. Outre cet aspect, nous sommes en train de faire des productions. Clin d'œil en passant à M. Patou Mangenda, avec qui on a de très belles relations, avec qui nous sommes en train de discuter pour des éventuels partenariats de travail. J'espère que nous allons aboutir à ce qui compte, mais aujourd'hui, nous sommes pleinement engagés sur cet aspect de documentaire pour essayer de faire comprendre un petit peu le genre de ce que nous faisons. Mais entre-temps, nous travaillons sur les storytelling. Nous faisons aussi des films d'entreprise pour faire comprendre aujourd'hui à ceux qui sont dans l'entreprise, c'est quoi cette entreprise dans laquelle vous travaillez, les valeurs, et aussi vendre à l'extérieur les services. Donc, nous sommes prêts à tout. Merci beaucoup. Depuis jeudi soir, je le disais tantôt, les yeux des amoureux du football africain étaient rivés sur la Côte d'Ivoire où c'était là où il y avait un tirage au sort, le tirage de la 34e édition de la CAN, un tirage qui a placé la RDC dans un groupe F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie. Est-ce un groupe facile aussi pour la RDC? Ce serait une erreur. Ce serait une erreur que de le penser. Parce que quand je regarde la RDC, c'est vrai que autre temps, autre mœurs. La République démocratique du Congo qui s'était fait sortir par l'équipe malgache. Cette équipe malgache n'a pas le niveau des Chipolopolo Boys. Elle n'a pas le niveau des Taifa Stars de la Tanzanie. Mais elle a quand même sorti la République démocratique du Congo. Et ça, c'était dû au fait que face à Madagascar, c'était lors de la CAN en Égypte, si je ne me trompe. Voilà, en 2019. C'est face à cet adversaire, on se croyait déjà suffisamment fort. On se voyait passer d'étapes sans avoir encore enjambé l'obstacle qui était le Madagascar. Si nous devons commencer cette Coupe d'Afrique des Nations qui va venir au mois de janvier prochain, avec l'idée que nous sommes dans une poule facile, je crains fort que ce soit nous l'adversaire le plus facile du groupe que l'on va battre, parce qu'aller nous retrouver quand même face aux Lions de l'Atlas, c'est une équipe qui évolue énormément. C'est une équipe bien différente que la dernière que l'on a croisée. Aujourd'hui, on croise un demi-finaliste africain, le tout premier de l'histoire de la Coupe du Monde. Et la République démocratique du Congo, aujourd'hui, quoi que l'on dise, on a un nouveau narratif, on a un nouvel entraîneur, on a une nouvelle dynamique. On l'a réalisé encore hier avec cette prestation des Léopards face à l'équipe néo-zélandaise. Voilà. Donc on a quand même, aujourd'hui, on peut se permettre de rêver d'avoir un groupe solide sur les prochaines échéances. Mais après, on se concentre sur la CAN qui vient, on va faire de notre mieux. N'oublions quand même pas que c'était quand même du bonus de nous retrouver à cette CAN après le départ que nous avions, à cause du manque de clairvoyance de Hector Cooper. À l'époque, finalement, il y a eu M. Dessava qui arrive. Il arrive avec, certes, je crois, un discours, mais il arrive avec une méthodologie qui fait qu'aujourd'hui, ça donne des fruits. On croise les doigts pour que à chaque fois, on profite, comme on l'a fait aujourd'hui, des jours des FIFA, pour affûter nos armes et préparer les 23 qui vont jouer en Côte d'Ivoire. Effectivement, ce groupe F, Eddy Kankou, ça paraît des fois un groupe facile, des fois un groupe piège pour la RDC, puisque la plupart des adversaires, disons les 2 adversaires sur le 3, on les a déjà affrontés lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. D'abord la Tanzanie, certes on a fait match nul à Lubumbashi, un but partout, 3-0 à Dar es Salaam. Le Maroc qui nous a privé la Coupe du Monde, on s'est dit finalement comment s'y prendre pour sortir la tête dans ce groupe F. Il n'existe pas de tirage facile, il n'existe pas de tirage difficile. Il existe des nations qui se préparent pour participer à une compétition. Ça, c'est le principe. En son temps, il y avait des nations qui ne respiraient pas football. Vous êtes dans le même groupe que les Taifa Stars de la Tanzanie, vous êtes d'office qualifiés. Oui. Et c'était des points déjà acquis. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous jouez le Madagascar, vous jouez le Béninois, ne pensez pas que la tâche sera facile. Le Cap-Vert même a surpris, a créé de la sensation, à se qualifier. Donc ça signifie que le football moderne, nous n'avons plus de petites nations ou des gens qui viennent faire de la figuration. En football actuel, football moderne, vous avez des nations qui se préparent. Et pour moi, Eddy, le meilleur tirage
c'est la nation qui se prépare pour participer à cette compétition. Quelle est la préparation que vous avez en amont avant de participer à cette compétition? Au fait, aujourd'hui, la RDC est logée dans le même groupe que le Maroc, Tanzanie et le Chipolopolo. Ouais. La Tanzanie, vous jouez un football, plutôt la Zambie, vous jouez un bon football. Le Maroc, nous connaissons, c'est une histoire d'amour. Ouais. Et nous restons sur une mauvaise note par rapport aux Marocains. Mais le contexte congolais a changé. C'est quoi le contexte congolais? On avait un Kissa Sengibiembe qui a nivelé l'équipe vers les bas. On prend Hector Cooper qui est venu faire le point d'achèvement. Et Desabre qui est venu pour tout réorganiser. Voilà. Tout réorganiser. Et déjà, l'image du 3 matchs nous montre que l'équipe est en phase d'une réorganisation. En termes de la discipline, de la convocation. Sur ce point, nous devons continuer sur cette dynamique. Et la continuation de la dynamique voudrait voir le parti prenante puisse être parler le même langage. C'est le cas de la fédération, du ministère et du gouvernement. Pourquoi je ne mets pas les ministères du côté du gouvernement? Parce que le ministère a intérêt à vivre en bon terme sur le plan technique avec la fédération pour conjuguer les efforts, permettre à l'équipe de participer bonnement et normalement à ces compétitions. Et l'État... Pendant que la régie peut aussi nous rafraîchir la mémoire, oui. Avec le match Tanzanie-RDC, le match que les Léopards avaient remporté sur le score des 3 buts à 0. C'est peut-être pas un scoop, mais Eddy était dans les gradins. Il était dans les gradins. Il a quand même des anecdotes à nous dire sur ce match. Allez-y, Eddy. Donc, que les 3 parties se mettent autour d'une table, de respecter le plan de préparation de l'entraîneur. Et c'est sur cette manière que nous allons dire que le tirage était facile ou le tirage était difficile. Parce que si nous ne respectons pas les étapes de préparation, après nous allons dire que le tirage était difficile pour l'RDC. Or, le tirage est facile pour une nation qui a respecté le chronogramme de l'entraîneur en matière de préparation. Nous venons de jouer un match amical. Ça sera le deuxième match amical face à l'Angola. Les matchs amicaux permettent au staff technique de se faire une idée sur les tandems à monter sur le terrain et sur l'utilisation de certains joueurs. Parce que l'entraîneur n'a pas tout le temps d'avoir tout le joueur sous sa coupe. Et quand il a, dans des occasions pareilles, vous avez vu que l'entraîneur tente même des choses qu'il ne peut pas se permettre pendant un match officiel. Donc le match amicaux permet à l'entraîneur de se faire une idée globale sur le 11 de départ et essayer les tandems. Donc le meilleur tirage pour la RDC, ce n'est pas le Maroc, la Tanzanie, le Chipolopolo, non. Le meilleur tirage pour la RDC, c'est le respect de la préparation. Le meilleur tirage pour la RDC, c'est les mains libres à l'entraîneur. Qu'on laisse à Cooper faire ses choix comme il le fait jusqu'aujourd'hui. Sébastien. Plutôt. Merci. Sébastien. Évitez de réveiller en moi. Mais Cooper de triste mémoire. Voilà, là, ça me va. D'heureuse mémoire. Voilà, Christopher Chitamba. On s'est dit, encore le Maroc sur notre chemin. Apparemment, on va affronter, pas apparemment, si on se rappelle de la CAN 2017 au Gabon, on a réussi quand même à battre les Lions de l'Atlas 1-0 grâce au but de Junior Kabananga. Mais après, c'est un autre Maroc qui a un autre visage. Ce Maroc fait peur, vous l'avez rappelé, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Et ce Maroc avec ses pions actuellement, vous avez les joueurs comme Hakimi, les Bonou et les autres. Ils font peur. Est-ce que vous voyez les Léopards prendre aussi leur revanche face à ces Lions de l'Atlas pour espérer d'aller très loin? Déjà au départ, si la République démocratique du Congo veut éviter de croiser le plus possible le Maroc, c'est qu'on doit hisser notre niveau pour nous retrouver dans le même chapeau qu'eux. Comme ça, nous serons tous tête de série. On va s'éviter le plus possible en étant dans la même poule, parce que dans le même groupe, en ayant plus ou moins le même niveau. Mais je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, qui jouait à l'époque, qui battait le Maroc à l'époque, n'est pas la même non plus. C'est une toute autre nation, c'est un tout autre niveau, mais c'est surtout un tout autre engouement que l'on trouve autour de cette équipe nationale de la RDC. Effectivement. Par exemple, quand on regarde ce match où le Maroc nous avait humiliés, je crois 4-1 à Casablanca, actuellement vous n'avez pas les Louis Ndama, vous n'avez pas les Kiasumboa et les autres. Ça veut dire qu'il y a une équipe quasiment remaniée. Je ne suis pas très à l'aise d'aller pointer du doigt des joueurs pour dire que le fautif est XY. Dans ma peau d'analyste, je pense que
c'est le système, quand le système a failli quelque part, quand l'entraîneur n'a pas bien fait les choses, c'est toute l'équipe qui va couler. L'entrée de Ben Malango, par exemple, a été demandée et sollicitée par tout le monde, pour ceux qui étaient au Maroc, pour ceux qui ont vécu au Maroc ou qui y sont passés avant cette confrontation. Ben Malango était adulé dans ce pays. Ben Malango était le fer de lance attendu de l'attaque de la République démocratique du Congo. Ben Malango faisait peur aux Marocains dans leur entièreté, peut-être pas les 11 ou 12, les 11 acteurs sur le terrain ou les 23 qui sont sur la liste, mais la nation marocaine connaissait ce que valait Ben Malango. La nation preuve, quand marocaine il est entré, il a mis exactement le but. De quoi mettre encore en faux, mettre sur la lumière, passez-moi le terme aujourd'hui, les insuffisances qu'avait montré l'entraîneur à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons une équipe qui a aujourd'hui séduit les Simon Banza. Nous avons une équipe qui arrive à séduire les Kaye Bayeye, par exemple. Les Charles Piquel. Nous avons Piquel qui était la dernière trouvaille. Arrivé, il a impliqué énormément dans le match contre le Soudan ici sur place. Il y a de ces joueurs qui ont toujours été là. Finalement, nous commençons à avoir une paire défensive qui se dessine. Nous avons aujourd'hui Chancel Bemba et Batou Bissika. Ça commence à s'installer de plus en plus dans l'axe de la défense. On sait très bien que Maswakou en forme, il occupe bien son couloir. L'entraîneur aujourd'hui se permet de tenter des choses. J'ai vu le match d'hier contre l'équipe de Nouvelle-Zélande, qu'il a commencé avec Silas Katompa comme pointe haute, avec deux joueurs. Elia et Bakambu. Bakambu était en pointe, Elia à gauche, c'est Silas Wamangituka qui a joué à droite. Bongonda a joué dans l'axe, il a joué au milieu de terrain, dans la position de meneur. Né, comme on aime bien le dire dans le football congolais, milieu. Un numéro 10. 10, milieu à Nakaka. Voilà. Justement. Au stade que vous voulez, milieu. Parce que quand ça passe des lignes, le milieu ne marche pas. Donc je pense qu'il a tenté des choses et qu'aujourd'hui il se permet, parce que sous la main, il a des talents. Sous la main, il a des valeurs. Sous la main, il a des joueurs à même de s'adapter. Là, j'aime bien la méthode de Dessart, parce que quand on entend des choses comme ça, il est en train de s'adapter probablement, ou il se met dans une posture où il sait répondre aux situations qui vont se présenter dans le match, en cas de blessure, en cas d'indisponibilité dans l'effectif, en cas de maladie, qui peut jouer au poste de qui peut faire quoi. On prendra l'équipe de Kama, par exemple, Kamavinga, qui est un milieu de terrain que l'on connaît, avec l'excellentissime équipe de Real Madrid, la grande équipe du monde. Joue à gauche, enfin, joue à l'aile, dans le couloir défensif, il est latéral. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie, entre guillemets, des qualités qui font qu'un entraîneur choisisse un joueur par rapport à un autre. Au-delà de ça, on parle du temps de jeu. On a souvent fustigé le fait que, avant, certains des joueurs qui venaient jouer moins et qu'on ne se basait pas sur l'effectif national de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les choses sont différentes. C'est à peine que le championnat tente de se relancer après 3-4 saisons. On n'a rien de régulier, mais que les joueurs que l'on voit aujourd'hui dans notre équipe nationale sont pour la majeure partie des titulaires dans leur club. Batou Bissika, on parlera de Elia, on parlera de Bongonda qui a changé de club, qui s'est imposé. Également qui arrive. Simon Banza qui est venu. Merci Charles Piquel, tout ce monde. Je pense que la République démocratique du Congo aujourd'hui a un incubateur qui permet à ce que, à la longue, l'on compte aussi avec nous. Mais seulement, il y a un fait, c'est que dans ce groupe, nous, Congolais, on se voit grand, mais nous sommes face à un très récent champion africain, qui est le Maroc, à un récent champion africain, la Zambie. Le titre de la Zambie est beaucoup plus récent que le nôtre, qui date des années 70. Ça veut dire qu'on doit avoir de la considération avec. Mais il y a un fait, c'est que la Zambie a aussi le vent et sa colonie congolaise. La Tanzanie a aussi hérité du vent et de la colonie congolaise. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, dans ce groupe, vous avez la Tanzanie qui va jouer pour la 3e fois à une phase finale de la CAN. Vous avez la Zambie qui vous gagne la CAN, je crois, en 2012, si je ne me trompe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nation à minimiser quand on sait que le Maroc, déjà, la régularité sa plus grande performance, c'est déjà les demi-finales de la Coupe du Monde. Voilà. C'est un autre niveau. Mais Eddy, on revient dans la sélection de la RDC. On avait déjà en fait une équipe qui s'est dessinée. Mais là, on voit Sébastien. Apparemment, il n'est pas rassasié.
il vous appelle Dimitri Berthaud, le portier de Montpellier, même s'il est deuxième gardien chez Montpellier. Vous avez Simon Banza, attaquant de Braga, au Portugal, qui joue d'ailleurs la Ligue des Champions, même groupe que le Real Madrid. Vous avez Brian Bayeye. Vous avez des joueurs comme ça qui viennent. On comprend que la concurrence sera rude. Et il n'y a aucun joueur qui mérite vraiment sa place en sélection. Sébastien, avec cette politique, veut pousser tout le monde au travail, donner les meilleurs, puisque vous avez dit, si l'organisation suit, alors on parlera d'un grand Congo. Bon, je voulais comprendre que Chitamba nous dit que nous sommes en incubation, mais l'état d'incubation, je voulais comprendre. En fait, Desabre est un sélectionneur manager. La Coupe d'Afrique des Nations que nous participons, ce n'est pas ça son objectif. Il a pris l'équipe nationale, les sélections nationales de la RDC, pour préparer la Coupe du Monde et les éliminatoires des Coupes d'Afrique prochaines. C'est-à-dire on n'était pas qualifiés, on allait laisser des sabres travailler dans les calmes. Tranquillement. Voilà. Donc, nous pour laquelle j'ai dit la participation est un bonus pour nous. Bonus pour la RDC. Et il ne peut pas limiter sa liste aujourd'hui parce que nous participons à la Coupe du Monde, par la Coupe d'Afrique. Pour lui, c'est combien de temps de préparation? Il est en train de former et de monter son équipe. Il n'a pas encore de titulaire. Au poste de gardien, nous n'avons pas encore trouvé un portier titulaire comme ce fut le cas à l'époque avec Jean-Robert Kideba Mouteba, qui était un titulaire indiscutable. Quand il est parti, vous faites une liste. Exact. Vous faites une liste, vous commencez par Jean-Robert Kideba. Et c'était indiscutable. Le Congo n'a pas encore eu un portier comme ça. C'était Kiasumboa. Aujourd'hui, c'est Lionel qui a fait preuve, mais qui n'est pas encore titulaire, indiscutable. Donc, Desabre à tous les postes de la RDC, à part le poste de Chancel Mbemba Mangoulou, où quand vous faites lui, ça vous appelle d'abord Chancel. Les autres, c'est discutable. Oui, c'est discutable, on peut ou ne pas vous appeler. Donc, l'entraîneur n'a pas encore bouclé sa liste. L'entraîneur n'a pas encore une équipe comme ce fut le cas une fois avec la Côte d'Ivoire, où vous aviez tous les joueurs titulaires et vous connaissez faire un classement par cœur. La fameuse génération dorée, Kolo, Yaya, exact. Gervinho et les autres. Vous êtes trop nostalgique. Voilà. Christopher, il dit à chaque fois qu'ils sont sur le plateau. Oui, mais ce sont des générations qui ont inspiré. C'est des générations qui ont impacté le sport du football africain. Ils ont fait des années ensemble, ils ont joué jusqu'à amener la Côte d'Ivoire. Avec une grosse partie formée à la SEC. Exactement. Au pays. À SEC Mimosa d'Abidjan. Au pays en plus. Donc, Desabre sur cette lancée, de permettre à la RDC d'avoir une génération. Et je comprends que l'entraîneur ne veut pas se baser sur de vieilles casseroles. Il veut aujourd'hui imprimer sa marque. Aujourd'hui, quand on parle d'une équipe de la RDC, c'est basé sur la marque déposée de Sébastien Desabre. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il convoque encore, il doit boucler. Non. Et il n'est pas sentimentaliste dans ce choix. Vous sentez que ce sont des choix vraiment objectifs? Non seulement il n'est pas sentimentaliste, il n'y a pas de place garantie au sein de l'équipe nationale. Et ça, il le dit généralement. Et c'était le cas avec Florent Ibenge. Nous n'avions pas à l'époque compris. Florent Ibenge, on disait qu'à Chajaraba joueur, à une équipe petit. Or, Desabre vient nous donner la même chose que Florent Ibenge à l'époque. La réalité est que le Congolais accepte aujourd'hui ce que fait Desabre. Parce qu'il l'a vécu avec Jean-Florent Ibenge, qui est le précurseur un petit peu. Les messieurs. Or, en équipe nationale, il n'y a pas de postes gardés. Il y a la méritocratie qui fait en sorte que tu puisses intégrer une place. La méritocratie pour Eddy, c'est tout le monde, sauf Chancel Mbemba qui a un poste mérité, visiblement. Oui, mais Chancel Mbemba, c'est la méritocratie dans la durée. Bon, après, c'est quand même qui confirme aussi le plus performant des joueurs congolais. Sur les 5 dernières années. Oui, mais prenons... Il est resté dans le haut niveau. Il t'a fait Porto. Ligue des Champions avec Porto. Aux côtés de Pépé. Impeccable. Il est chez Marseille. Je l'ai vu avec Chabani Nonda, si je ne me trompe pas. La première saison, les joueurs congolais qui ont resté dans la durée et ont joué les grands clubs en Europe. Je vois Chabani Nonda, Chancel Mbemba, qui ont joué, qui ont maintenu parce que Chancel Mbemba fait 5 ans. Il a fait Angleterre, il a fait la Belgique d'abord, il a fait le Portugal et il fait maintenant la France. Alors monsieur, je voudrais qu'on avance plus, qu'on rappelle qu'hier les Léopards affrontaient les Néo-Zélandais. Score final du match amical, un but partout. Le prochain match, c'est bien le 17 contre les Palancas Negras d'Angola, ce sera bien sûr au Portugal.
Mais il y a un adversaire qu'on semble oublier dans ces groupes-là, parce que vous avez longtemps parlé des gens Florent Ibenge. Je voudrais quand même qu'on voie en image le dernier prouesse, on peut le dire ainsi, des Léopards de la RDC en 2015, où nous avons fini en troisième position, puisque nous avons joué les demi-finales de la CAN jouée en Guinée. Mais on avait quand même fait un match nul face à cet adversaire. L'adversaire qui est aussi dans le groupe F, le groupe de la RDC, c'était bien sûr les Chipolopolo de la Zambie. Voilà, c'était le match que la RDC avait livré contre la Zambie en 2015. Un but partout, vous l'avez vu. Nathan Sinkala, Sunzu Stopila, des joueurs qui étaient en Mazembe. Dans Mazembe. Et c'est pratiquement... Hein. Je crois que 2015, j'avais quoi, 3 ans, 2 ans à la communication de Mazembe à peine. Quand je vois ces images, je me rappelle de beaucoup de choses. On a eu un long débat déjà quand il y a eu tirage de sort. On a parié. Les Zambiens, pour eux, ils allaient gagner. Moi, je criais au nom de la République démocratique du Congo. Mais après cette CAN, quand ils sont arrivés... Given Singuluma. Voilà, je leur ai fait une blague. J'ai dit, bon, allez, dans vos véhicules, direction la Zambie, c'est juste à côté. De quel droit, Singuluma, tu peux mettre un but à Kidiaba dans un match? Mais après, c'était une belle ambiance. Au moins, ça prouve le niveau qu'avait le football de la République démocratique du Congo. Cette migration zambienne au sein du TP Mazembe en Clébert, nous vivons une nouvelle ère, c'est la migration des Congolais vers la Tanzanie, mais là ça va dans plusieurs équipes. Hein. À l'époque, c'est Mazembe qui s'était quand même donné les meilleurs joueurs. On rappelle que Singuluma, avant d'arriver à Mazembe, était le meilleur buteur du tout premier championnat africain des nations. Vous prenez Sunzu Stopila en milieu de terrain, vous avez Nathan Sinkala qui jouait dans cette équipe. Je me rappelle encore, il y avait... comment il s'appelle, il y a un joueur qui était même allé, j'ai retrouvé le nom, qui était même allé à Al-Merer au Soudan, qui est revenu. Donc il y avait une équipe homogène à l'époque de la Zambie, Renford Kalaba, qui en était capitaine. Salut mon ami, hi guy. Donc, avant de venir briller aussi voilà, chez les Corbeaux. Chez les Corbeaux, ils ont
ils étaient à ce niveau-là, c'est parce qu'ils jouaient au sein d'un Mazembe qui avait un niveau assez élevé. 2015, nous avions un des championnats Mais qui cette était équipe le mieux zambienne, coté. c'était pratiquement le noyau du tout son Mazembe. Justement, Nathan mais Sinkala, s'ils Given Singuluma, il y en avait Renfort 5 Kalaba. ou 6 titulaires Ouais. qui jouaient tous les matchs au sein du TP Mazembe Anglebert. C'est au moment où notre championnat avait une certaine forme de régularité. Je pense que même au niveau africain, certains parlaient de la République démocratique du Congo, classée 5e en termes du niveau de jeu, du niveau de championnat. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les choses ont changé. Nous nous basons maintenant, nous, RDC, sur des joueurs qui évoluent en Europe. La majeure partie, ça me rappelle encore, pour citer ce que disait Eddie Kankou tout à l'heure, l'équipe ivoirienne qui avait 23 professionnels. Tous qui venaient d'ailleurs, par moment, ils fournissaient des efforts pour en avoir 22 et mettre un joueur évoluant au pays, en avant 21 et mettre 2 joueurs évoluant au pays qui pouvaient grandir avec l'équipe nationale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a tout le temps de se préparer. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut en partant de l'engagement du président de la République lui-même, qui voudrait voir le football de la République démocratique du Congo rayonner Ça, de plus c'était belle. acquis. Merci beaucoup, Eddie. Alors, C'était j'étais en train de jeter un coup d'œil sur le calendrier, bien évidemment, de matchs. Et nous allons bien sûr commencer face à la Zambie, si ma mémoire ne me trahit pas. Ouais, ce sera un Comme en Guinée. 17, voilà. Ce sera contre la Zambie. Comme en Le Guinée. 17 janvier, ce sera bien sûr à San Pedro. Le premier match que nous allons bien sûr livrer. Mais c'est vrai que là, comme on a dit, les choses ont semblé évoluer de part et d'autre. Ce n'est pas pratiquement la même équipe zambienne, même si les deux équipes semblent garder le même, on va dire le même système. Parce que là, de l'autre côté, quand il faut voir l'équipe de 2015 avec Jean-Florent Ibenge et Kwenge, les Yannick Yalabolassier, les Mungungu, les autres qui venaient découvrir aussi la sélection, disons un peu la génération dorée, c'est quasiment le cas. Avec les RDC, quand vous avez les Meshakelia qui sont en Europe, vous avez les Dylan, vous avez les Chancel, vous avez les Kaloulou, vous avez les Banza qui arrivent, les Dimitri Berthaud, tous ces groupes-là. On dit voilà, deux équipes quasiment remaniées, mais qui nous promettent quand même des antécédents en l'air ce jour-là. Bon, je sais que ça ne se gagne pas seulement parce qu'on a un bon entraîneur. L'entraîneur est correct, il est équilibré, il sait faire ses choix. Mais je sais que la FECOFA a un psychologue qu'il n'utilise pas. L'aspect psychologique est très nécessaire. Il faut armer, quand vous vous armez sur le terrain, il faut aussi avoir la tête dans la compétition. Et il y a un psychologue à la fédération qu'on n'utilise pas et qu'on oublie chaque fois qu'il y a un stage et qu'il y a une compétition des léopards. Je propose que le psychologue travaille non seulement au sein de l'équipe nationale, mais travaille aussi au bénéfice du football congolais. Qu'il puisse faire son travail. Parce qu'il est payé par la fédération, il est payé gratuitement. Pendant un stage des léopards, il est oublié ici à Kinshasa, alors qu'il peut faire un grand travail, qui peut booster les mentales des joueurs pour participer bonnement à cette compétition. Merci beaucoup, Eddie Kankou Kadima. Nous allons changer les chapitres puisqu'on rappelle que les Léopards de la RDC vont jouer le deuxième match amical, le 17. Ce sera bien sûr contre le Palancas Negrache d'Angola. Il se prépare pour l'instant à Murcie en Espagne. Murcia nous sommes là dans le sud-est du pays. On va parler bien évidemment du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Je l'ai dit d'entrée de jeu. Que le football congolais, certes, commence à retrouver ses lettres de noblesse. Est-ce pour autant il faudra accorder encore 2 ans supplémentaires au CONOR ou bien il faut penser aux élections déjà au mois de novembre? À Christopher Chitama, je pose cette question. Le football congolais, disons de façon générale, en football, on exige quels résultats? Quand ils sont positifs, ces résultats, ben, les restes sont des accessoires. Actuellement, vous, en tant qu'analyste sportif, vous demandez au CONOR de s'impliquer pour l'organisation des élections ou bien ces derniers peuvent encore bénéficier de 2 ans pour essayer de remettre tout sur le rail? Le comité de normalisation est venu pour une mission. La mission principale, ce sont les élections. Si ce dernier n'arrive pas à organiser les élections, la voie est libre. C'est clair, c'est un échec. On ne va pas se voiler la face. On vous dit, pour passer de classe, vous devez faire au moins 50%. Vous en faites 38 avec une excellente note en mathématiques. Ce n'est pas pour votre beauté que le prof va vous faire passer de classe. Faites 50% ou plus, passez de classe. C'est la mission qu'on vous consigne. C'est la même chose aujourd'hui. Le comité de normalisation est venu avec mission réorganiser les choses, organiser les élections. Mais on regarde des choses au regard de ce qui se passe.
on a plutôt la nette impression d'ici, de là où moi je fais des analyses, que l'on ne voudrait pas que ces élections arrivent maintenant pour tirer en longueur. Mais on est venu pour une mission, c'est la normalisation. Qu'est-ce qu'on a découvert au sein de cette FECOFA qui veut que l'on tire en longueur pour continuer à diriger? On a découvert que les choses n'étaient pas vraiment organisées de la base jusqu'au sommet. Pensez-vous que la République démocratique du Congo était si mal organisée au point où que seuls ceux qui sont là sont en mesure d'arranger les choses? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, nous attendons les élections à la date prévu. Mais avec les comités, disons, Omari qui était parti, avec le comité de Chimango, on a vu qu'il y avait les équipes d'âge qui déclaraient forfait à tout bout de champ. Les choses n'étaient pas organisées, mais avec l'avènement du Conan. Soyons logiques. Quelle équipe d'âge aujourd'hui est suffisamment structurée? Les 20 ans et moins d'âmes, il est où le championnat de 20 ans et moins? On va les recruter où, ces joueuses de 20 ans et moins? Il y en a combien qui jouent dans des équipes qui jouent un championnat régulier? Les 20 ans et moins, messieurs, quand est-ce qu'on a organisé en plus? Je me permets de poser la question. C'est peut-être arrivé. Vous avez vu l'image qu'on a donnée lors de la francophonie. Vous avez vu tous les désordres qui a tourné tout autour de cette équipe lors de la francophonie. Je ne veux pas que pointer les choses négatives. Si les choses positives sont là, tant mieux. Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait élection, que l'on ait un comité dûment élu. C'est pour ça que le comité de normalisation est venu. Au lieu de se retrouver dans des dossiers, encore reste à vérifier, d'argent qui disparaissent dans les comptes, dans des dossiers où on sent que le Conor arrivé voudrait placer un candidat, ne vient pas avec la neutralité que l'on doit lui reconnaître, la neutralité qui lui est imposée pour mener à bien le processus. Aujourd'hui, on veut tel, on ne veut pas de tel. Monsieur le général qui a été nommé ou élu à la commission ne rencontrerait pas l'assentiment de ces derniers. Ceux-ci se retrouvent en catimini pour s'organiser et discuter sans lui. On lui donne une heure d'une réunion en ligne avec la Confédération africaine de football qui est fausse. On se retrouve avec la CAF en ligne à 12 h. On lui demande de passer à 14 h après que la réunion ait pris fin. Toutes ces réalités-là disent clairement qu'il y a anguille sous roche. On attend les élections à la date prévue. J'ai vu déjà des candidats faire des points de presse. Eh bien, allons-y. Eh bien, allons-y, c'est le point de vue de Christopher Chitamba. Mais je me dis, les moments où nous demandons les élections, peut-être, disons, ces moments n'est pas opportun. La CAN arrive au mois de janvier. Il nous faudra encore garder le Conan pour que l'on se prépare. Vous avez parlé de la préparation du point de vue technique, l'organisation en amont. Mais si on exige les élections au mois de novembre, ça veut dire qu'il y aura un nouveau comité exécutif et ce comité devra encore trouver des stratégies ou trouver un plan pour essayer de relancer totalement les choses. Ça risque de nous handicaper un tout petit peu à la CAN. Mais les Conor est arrivé, ils n'ont pas recruté des sabres. Ils n'ont pas recruté même pas un huissier à la FECOFA. Oh. Ils ont trouvé une structure, oui. Le Conor n'a rien fait. Avec ou sans le Conor, les choses allaient se passer de cette manière. Comment ça? Oui, avec ou sans le Conor, ils n'ont rien recruté. Ils n'ont recruté personne. Des sabres est venu par quelqu'un d'autre. La communication de la FECOFA n'est pas venue avec le Conor. Quand vous dites qu'avec ou sans le Conor, les choses allaient se passer telles qu'elles se passent aujourd'hui. De toutes les façons. Je m'inscris peut-être en faux. Avec le Conor, on a senti quand même la rigueur qu'il y avait autour du championnat. Quand les clubs exigeaient le championnat à 3 zones, le Conor vous dit niet, monsieur, on va jouer en 2 poules, en 2 zones. Poule A, poule B. C'est ça que toi tu appelles les rigueurs. Il y avait quand même ce manque d'autorité depuis un moment du côté de la FECOFA. Je ne voudrais pas en rire, mais seulement je m'en tiens à la feuille de route de la FIFA. La feuille de route de la FIFA dit clairement que le comité de normalisation est là pour normaliser et remettre les choses à un comité élu. C'est quoi la normalisation? C'est venir mettre les choses à la normale. Mais aussi, au moment où nous parlons, la FECOFA ne fonctionne pas normalement. Comment ça? Mais oui, c'est ça la normalisation. Oui, on est en train de normaliser. Non, la normalisation, ça signifie qu'on suspend le processus normal du fonctionnement. Des hommes élus, on remet à un groupe des individus venant de la FIFA pour poser des bases et remettre à un comité élu en suivant ce que le comité de normalisation a laissé. En principe, c'est ça. Et maintenant, nous voulons que la FECOFA puisse redevenir autonome dans la gestion et rentrer dans la normalité. C'est ce que nous voulons. Eddie. À l'heure actuelle,
les finances sont gérées par les présidents du CONOR. C'est normal. Vous appelez ça comité de normalisation, mais c'est le président du comité qui gère même les finances. C'est un financier. Mais ce n'est pas ça. Il n'est pas là comme financier. Il est là comme président pour coordonner. Mais c'est lui qui affecte les fonds. C'est lui qui fait même des transferts. C'est normal, ce n'est pas normal. Nous voulons rentrer à la normale où le plan comptable de la FECOFA devrait fonctionner normalement. Rentrer à la normale, c'est quoi? Aujourd'hui, l'équipe nationale n'est pas gérée par la FECOFA. L'équipe nationale est gérée au niveau du ministère, vu les mesures annoncées à l'époque du comité Chimanga, quand la FIFA avait retiré sa confiance sur le plan financier. Donc, ça signifie que normalement, les choses sont gérées encore du côté du ministère. Nous voulons qu'un comité élu arrive pour prendre toutes ces choses en main. Mais comment laissez-moi un peu, je vous demande. Le football féminin est géré par Mme Karagbaré et Olive Kikiloa. Ce n'est pas aussi un bon fonctionnement. Nous voulons que les choses marchent. Pour que les choses marchent, l'équipe nationale doit être gérée par la fédération. Or, aujourd'hui, l'équipe est gérée par la Ligue. C'est comme si la Linafoot gérait l'équipe nationale. Ce n'est pas aussi un bon fonctionnement. Nous voulons que les choses marchent. Mais elles marchent déjà, ces choses-là. Maintenant. Monsieur, vous avez les Léopards Dames Seniors qui vont jouer les derniers tours des éliminatoires de la CAN Maroc 2024 contre la Guinée-Bissau, équatoriale, je crois. L'Enzalang national. En cas de qualification, on sera au Maroc. Je suis... Avec ces comités de normalisation, je vous ai parlé des Léopards U20 qui sont en stage en Tunisie. Vous avez les Léopards Dames U20 qui vont jouer déjà, je crois, demain contre la Zambie. Voilà. Mais les choses, ça fait belle lurette. Bon, je comprends que je suis moins écœuré à Bassoudi quand j'entends que les choses marchent parce qu'une équipe nationale joue. Je pleure. On ne vient pas au sein de la fédération. Vous avez aussi un championnat qui se joue. Laissez-moi finir. Ouais. On ne vient pas au sein de la fédération pour gérer l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est la conséquence d'une bonne organisation au sein de la fédération. Mais la FECOFA, je vous ai donné des éléments que cette FECOFA n'est pas gérée. Aujourd'hui, les championnats de l'EPFKIN ne se jouent pas. Ne se jouent pas. Faute de terrain. Non, faute de terrain, mais... Ouais, faute de terrain. Oui, mais qu'a fait le comité de normalisation? Le président du comité de normalisation est à l'Abidjan. J'ai vu, le secrétaire général du le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Échanger avec les présidents de clubs de Vous êtes en face d'un comité qui n'est pas élu, qui n'a pas l'autonomie du fonctionnement. C'est pourquoi nous voulons avoir un comité élu. Aujourd'hui, les uns et les autres pensent qu'on doit interdire aux hommes qui ont travaillé à Constant Omari de revenir aux affaires en football. Je suis contre la gestion de Constant Omar. Omar, il nous a mis à genoux. Mais ce n'est pas autant. On doit interdire à Omar de parler football. Ce n'est pas autant. On ne lui interdit pas. On lui interdit de parler football. Les discours de ceux qui sont à la FECOFA, nous devons nous maintenir pour continuer la normalisation, pour empêcher ceux qui ont travaillé avec Omar de revenir. À tort ou à raison? À tort. À tort. Le mot revient aux électeurs. Seul un électeur peut crucifier un candidat. On exige selon... Pas les amis qui sont venus et ils ont la mission. Selon le calendrier du CONOR, les élections sont prévues le 25 novembre. Vu les temps impartis, on s'est dit, s'il faut aller vraiment de la base jusqu'au... Parce que les élections, c'est pas seulement... N'exigeons pas les élections seulement à la FECOFA. On devra commencer dans des cercles, monter au niveau des enfants. Mais vous êtes sans information. Non, vous en faites pas. Je vous donne le... Non, c'est aussi que je te fais. À la Linafoot. Vous êtes sans information. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les élections se sont tenues au niveau des cercles et au niveau des ententes. Les ententes terminent déjà les élections. La Ligue du Katanga tient les élections aujourd'hui. Et les élections arrivent maintenant au niveau des ligues. C'est le CONOR qui veut retarder les élections. Pour votre information, le 11, la FECOFA devrait déjà convoquer l'Assemblée ordinaire et élective, convoquer le corps électoral pour obliger les électeurs, les 26 de ce mois, déposer leur candidature au secrétariat de la FECOFA. Et ce jour-là, M. Sambi, le tout-puissant de la FECOFA, qui s'occupe de la présidence et le finance, était en Abidjan pour participer au tirage au sort. Ouais. Mais pendant que la feuille de route de la FIFA était claire, que ces messieurs étaient venus ici pour nous organiser les élections principalement. Pendant que le calendrier, le processus électoral est en danger,
Non parce que la commission travaille mal, mais parce que le CONOR veut faire rater les élections le 21 novembre pour se maintenir bêtement aux affaires. Or, il doit partir. Partout où il y a eu comité de normalisation, ce n'est pas moins de 2 ans. Peut-être les discours des Véran, c'était pour nous amadouer un tout petit peu, nous cajoler, nous dire voilà, c'est juste pour quelques temps et on va évaluer. Si la FIFA évalue et pense que ces comités de normalisation est encore sur un sentier prometteur, le temps de remettre toutes les batteries sur le rail, mais je me dis une année encore de plus ou une année et demie. S'ils se savaient incapables de travailler dans les délais impartis, le choix était clair, ils allaient refuser. Tu ne peux pas venir sachant que tu ne vas pas faire réussir ta mission dans les 6 mois. Comme tu as accepté de venir et organiser dans les 6 mois, ça veut dire qu'avant, tu as été consulté, tu as dit avoir les capacités, tu as dû démontrer que c'est réalisable dans les 6 mois. Si dans les 6 mois, tu n'y arrives pas, tu ne mérites pas qu'on te renouvelle les choses. Pourquoi on va être clément avec le CONOR qui a été si intransigeant avec les clubs? Vous ne fouettez pas les uns. Mais ces clubs méritaient ça, depuis un moment. Oui, mais le CONOR... Depuis un moment, tout le monde voulait mérite au caprice des clubs. On avait besoin quand même de personnes comme ça. Je suis d'accord. Non, on a besoin plutôt des institutions fortes, pas des individus. Il faut que l'on fasse la part des choses. Faire parler les textes, ça ne dépend pas que d'un individu. Monsieur Sambi ne serait pas au niveau du CONOR. Si c'était Mangenda, il appliquerait peut-être les résultats, les textes, qui sait. Si c'était moi, j'appliquerais peut-être les textes, qui sait. Si c'était tel ou tel autre. Donc je ne pense pas que ce soit de l'apanage de seul Sambi et son groupe d'appliquer les textes qui régissent le football dans la République démocratique du Congo. Moi, ce que je refusais à un moment, c'était le clientélisme qui s'installait. L'on sentait que les uns, par rapport à leur couleur, étaient prêts à tout, à bidouiller tout, à aller au-delà des textes pour plaire à leur couleur d'origine, parce que venant de telle ou telle ou telle ou telle autre couleur. Aujourd'hui, j'évoque un fait tout à fait simple. Le CONOR a été très intransigeant, a obligé des clubs féminins, a obligé des ceci, les clubs devraient se conformer à ci, à ça. Ainsi, nous qui suivons le football, nous obligeons aussi le CONOR à rester dans son calendrier. Il n'y a aucune raison valable, techniquement, techniquement prouvable. Permettez-moi de finir. Il n'y a aucune raison valable, techniquement prouvable, que le CONOR a été dans l'incapacité de travailler dans les délais impartis, si ce n'est leur volonté de ne pas faire les choses dans les délais. Et cette volonté a été manifestée même pendant le comité Chimanga. Le CONOR a tout fait pour mettre le comité Chimanga dans une situation d'incapacité, pour dire que ce sont des incompétents. Et c'est ce que le CONOR est en train de fabriquer avec le comité électoral, la commission électorale. Mais avec le CONOR, on a compris que nos clubs, quelque part, n'étaient pas... Mon frère, vous ne pouvez pas résumer la gestion d'une fédération par les comportements des rigueurs envers le club. Non, monsieur, comment on veut être... Si le CONOR est venu pour faire autre chose, il est où le plan de développement du football de la République démocratique du Congo? Dans la question que vous avez posée à Chitamba, le CONOR est venu avec une mission. La FIFA a dit, au mois de novembre, je vais vous évaluer et donner ma position. C'est-à-dire, si vous avez bien fait, je vais peut-être vous dire, continuez, mais le CONOR devrait attendre l'évaluation pour présenter les moyens de défense. Pourquoi anticiper pour demander des ans? Pourquoi anticiper s'ils savent qu'ils travaillent bien? Je vous dis déjà que le CONOR travaille mal. Comment? Sur le plan financier, ça se dispatche mal et ça se discute mal. Les 1,7 million, je crois qu'on a bloqué. Ils étaient venus pour épuiser ça. Ils avaient bloqué parce que le comité... Ce sont des affirmations gratuites. Est-ce que vous avez fait déjà un tour? J'ai vu, comment ça s'appelle, KBA, faire un tour au centre coureur en pauvre où ils nous montraient des maisons construites. Il n'était pas venu pour ça. Le développement d'une fédération n'est pas l'apanage d'un comité de normalisation. Non. Non. La mission principale, c'est nous organiser les élections en vertu des textes publiés. Vous venez dans un pays où, avec l'ancien comité, vous avez travaillé et vous avez publié les textes dans le journal officiel. Vous avez publié les chronogrammes des élections avec l'ancien comité. Ce qui vous reste, c'est de respecter le chronogramme. Vous dites dans d'autres pays, vous faites 2 ans. Oui, mais dans notre pays, le contexte, vous arrivez où on a déjà tout, il ne reste que la mise en pratique
de la feuille de La route. FIFA, c'est votre analyse, mais la FIFA, c'est... La FIFA a refusé ces 2 ans demandés par les comités de normalisation. Maintenant, ils cherchent le forcing, le force obscure, avec M. Véron Mosengo. Déjà au départ, le Conor arrivant demandait au club plus de durée au lieu de 6. Il demandait une année. Et là, c'est la FIFA qui avait refusé. Dès le début, on sentait déjà les intentions. Ça, c'était de l'incapacité à jouer. Ça, c'était une incapacité d'organiser les choses. L'année passée, si le championnat n'avait pas démarré pour 200 000, c'est parce que le Conor, en son temps, avait refusé de remettre l'argent au comité Chimanga, sachant qu'il voulait remplacer le comité. C'est ce qu'ils sont en train de faire à la commission, électorale. Heureusement qu'il y a un certain Donald Lioke et Barthélemy Okito de Corias qui ne savent pas manipuler. Je suis sûr que ces gens ne vont pas céder. Et ils font sciemment. Le président Sambi va se retrouver en Abidjan les jours où il faut convoquer le corps électoral pour ne pas le faire. Pour discréditer la commission électorale comme ils l'ont fait en son temps avec le comité Chimanga. Parce que les blocages venaient de Sambi et de Kabeya qui ne voulaient pas libérer pour faire discréditer le comité Chimanga. Ils ont réussi leur coup. C'est ce qu'ils veulent faire encore aujourd'hui avec la commission électorale pour se maintenir aux affaires. L'émission est terminée. Nous voulons les élections. Effectivement, mais il y a quand même, avant que l'on rende l'antenne, il y a quand même un fait qui semble passer inaperçu. C'est, je vais dire, les désordres qu'on a vus lors du match RDC-Soudan au niveau de la billetterie, les billets qui étaient vendus d'un côté par la fédération et puis la DGRAD aussi qui avait imprimé des billets sur place. Jusque-là, il y a un goût sous roche dans l'organisation des choses. Ça, c'est le désordre du DGRAD. Et j'apprends qu'on a bloqué les fonds au niveau de la banque. C'est à tort qu'on a bloqué ces frais. Le spectacle, c'est le spectacle de la CAF. Et la CAF cède le spectacle aux associations, aux fédérations. C'est la fédération qui gère. J'ai suivi littéralement ces dossiers. Et la fédération a raison de réclamer. Aujourd'hui, on ne peut pas bloquer cet argent au profit. On bloque ça pourquoi? Parce que la clé de répartition existe. Le spectacle appartient à la fédération. Oui. La fédération était en contrat de production de billets avec l'hôtel des monnaies. Ouais. Et quand on a bien proposé du côté d'un partenaire, il y a eu même PV. Ouais. On a dit à la DGRAD de consigner ces billets qui seront utilisés lors d'une prochaine occasion. Et que l'organisateur... Lors des réunions, la DGRAD était bien... Voilà. Et l'organisateur du spectacle est allé prendre langue avec notre partenaire. Donc je crois que la DGRAD était habituée à profiter derrière les matchs des léopards. Parce que la clé de répartition est connue. Même l'argent que le nouveau partenaire a reçu au nom du football congolais, la DGRAD aura toujours sa part. Pourquoi vouloir mettre des billets sans l'autorisation du propriétaire du spectacle? Pourquoi bloquer les fonds de Mais c'est ça le problème. Il y a des individus qui se retrouvent derrière cet argent. Ce n'est pas normal jusqu'à aujourd'hui que le match s'est déjà joué. Si la CAF apprend ça, mais nous risquons une suspension. Et on rappelle, c'est peut-être que ce match se joue dans des conditions où il y avait surpopulation dans le stade. Et si on apprend encore que le moyen est encore bloqué jusqu'aujourd'hui par la DGRAD qui est du côté de l'État congolais pendant que la CAF refuse l'ingérence du gouvernement, on risque une suspension bêtement et pour rien. Déjà que ce match-là... À l'aube de la CAN, et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Déjà au mois de novembre, il y a eu envahissement de l'aire de jeu par les supporters. Et nous attendons déjà... Il y avait débordement au stade suite aux billets vendus par la DGRAD. Sans l'autorisation, c'était très compliqué. Il semblerait à moins cher que le billet... Non, même pas seulement ça, mais sans l'autorisation de la FECOFA qui est le patron du... Alors il faudra dire que ce sont des pratiques vétustes avec le comité de normalisation. On sent quand même que voilà, même la billetterie était organisée, que la DGRAD aussi soit normalisée. Elle était organisée avant que la normalisation arrive. Le Conor n'est pas venu pour vendre les billets en RDC. Le Conor est venu pour nous organiser les élections en République démocratique du Congo. C'est la feuille de route de la FIFA. Si la FIFA veut changer de mission au Conor, tant mieux. L'émission est terminée. Je vous en prie. Merci beaucoup, Christopher Chitamba Tchabembi. Sortir sous la pluie n'a jamais été facile. Eddie Kankoukadima, qui vient d'ailleurs de très loin, il était le premier arrivé. Il nous a précédé d'1 minute.
L'émission est terminée. On essaie de jouer notre répartition chaque jour, mais vous aurez compris que le football congolais commence à retrouver ses lettres de noblesse. Impossible. Et très prochain, on ne parle pas après les présentateurs, je vous le rappelle toujours, et il faut être discipliné. L'émission est terminée. Prochainement, nous allons parler d'autres thématiques. Ce sera peut-être avec la talentueuse Arlette Boutela-Lobali. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, Kadi Mouelo, Dédé Sansois qui était à la prise des sons et Dadi Makabi qui était derrière toutes les caméras. Passez un excellent week-end en compagnie de votre chaîne Télé 50.